Bonsoir et bienvenue à tous. Depuis l'apparition du coronavirus, l'un des droits fondamentaux de l'homme, à savoir la liberté d'aller et de venir, est fortement remise en cause. Des vols sont annulés, des visas souvent délivrés dans les aéroports sont suspendus, les États ferment les frontières terrestres, aériennes et maritimes, les populations sont invitées à limiter les déplacements interurbains, à se confiner chez elles. Sur les marchés financiers, les bourses s'effondrent. Au niveau des États, des mesures importantes sont prises, parfois au mépris de la réglementation en vigueur pour faire face à cette pandémie. Les populations, les États ont développé de nouvelles habitudes qui interrogent l'avenir de la mondialisation, l'avenir du commerce international, l'avenir des organisations supranationales telles que l'Union européenne, l'avenir du multilatéralisme, l'avenir des relations internationales. Les effets dévastateurs du coronavirus ne revêtent pas une nouvelle géopolitique mondiale. Faut-il pas envisager un nouvel ordre international avec cette pandémie? 237 débats ouvre justement le débat ce soir. Merci madame, messieurs de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 débats ce soir, Serge-Henri Kelbet. Serge, bonsoir. Bonsoir Duval, c'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. Je salue les millions de nos téléspectateurs qui vont nous écouter. Merci. Vous êtes ingénieur polytechnicien, mais vous avez la chance d'avoir parcouru plusieurs pays qui sont aujourd'hui des pays touchés par le coronavirus. Vous avez fait vos études à Saint-Pétersbourg, en Russie. Oui. Vous avez été au Canada, en Amérique du Nord. Tout à fait. Et il y a quelques semaines, vous étiez à Shanghai. À Shanghai. Tout à fait. Vous êtes au Cameroun aujourd'hui et c'est pour cela que vous êtes sur ce plateau. Avec vous, donc, on va analyser cette pandémie, notamment au niveau de son impact sur les relations internationales. Merci infiniment d'être là. C'est un plaisir. Est-ce que je devrais ajouter que vous êtes militant politique? Oui, bien entendu. Je suis depuis 1993 militant du RDPC. Le Rassemblement démocratique Ça du fait peuple 27 camerounais, ans. le parti au pouvoir. Tout à fait. Merci Serge-Henri Kelbet d'être venu sur ce plateau. Merci. Edmond Kuaté, bonsoir. Bonsoir Duval et bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci infiniment d'être là. C'est moi qui vous dis merci. Vous étiez là mercredi passé, on vous sollicite ce soir encore pour recommander cette actualité. C'est toujours un plaisir Duval. Merci d'être venu. Vous êtes économiste. Franck Essi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie de m'inviter. On vous connaît comme militant politique, mais il faut préciser qu'au-delà de votre casquette politique, vous avez également une expertise en ce qui concerne les questions, on va dire ça comment, économiques. C'est mon domaine de formation. Voilà. Et puis, comme militant politique, bien sûr, secrétaire général du CPP, le Cameroun People Party. Alors, je vous donne la parole pour commencer. Franck, il y a un certain nombre de mesures. Commençons par chez nous. Charité ordonnée, commençons par soi-même, avant d'analyser l'impact de cette pandémie sur le plan international, notamment son impact sur la géopolitique mondiale. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris un ensemble de mesures hier, 13 au total, dans le sens d'endiguer ce phénomène, d'endiguer cette pandémie-là. Quel est le regard que l'homme politique porte sur ces mesures? Écoutez, on avait envie de dire enfin, parce qu'on désespérait ce matin, c'est-à-dire hier matin, du fait que tous les pays sont en train de mettre en place des plans globaux pour faire face à cette pandémie, qui est une pandémie inédite, qui est une menace qui n'est pas maîtrisée à ce jour. Et à notre niveau, on avait l'impression que seul le ministre de la Santé, avec quelques mesurettes, s'efforçait de sensibiliser l'opinion publique et de jouer au comptable en termes d'enregistrement du nombre de personnes qui sont soupçonnées d'être contaminées. Donc on est très ravis par le fait que il y a enfin un dispositif national qui commence à se mettre en place. Ils appelaient ça plan de réponse national. Et c'est vrai que dès hier soir, on a commencé à observer que ce ne sera pas du tout facile de mettre toutes ces mesures en œuvre puisque ça se fait dans la précipitation. Il y a beaucoup de mesures d'accompagnement qui n'ont pas encore été pensées. Il y a un ensemble de moyens d'accompagnement, de moyens financiers qui n'ont pas encore été annoncés par le gouvernement. Et cela nous interpelle tous à justement contribuer par des propositions parce que cette menace, elle est transpartisane et
Là, il s'agit de sauver d'abord des vies. Et il faut que tous on soit dans une dimension constructive. Quelle est la lecture que vous portez sur ces mesures-là, Edmond Keté? Ben écoutez, à l'heure qu'il est, c'est ce qu'il faut faire. Vous savez, la particularité de cette pandémie, c'est que jusqu'à l'heure actuelle, la communauté scientifique, malgré toute sa mobilisation, n'est pas encore sur le point de trouver un vaccin, n'est pas encore sur le point de trouver, n'est-ce pas, une solution médicale, une solution clinique. Et donc, pour le moment, la mesure principale vise à stopper, n'est-ce pas, à endiguer la propagation, éviter qu'elle ne se propage davantage. Et puis vous voyez, nous sommes dans un pays qui se caractérise davantage par un déficit, n'est-ce pas, en termes d'infrastructures d'accueil. Alors vous imaginez, dans une ville comme Douala, si on venait à avoir de manière concomitante 1000, 2000 personnes infectées, vous comprendrez qu'on n'a pas de structure d'accueil, n'est-ce pas, à même de pouvoir recevoir tout le monde. Et donc, la priorité à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte que le virus ne se propage pas. Et donc, ça passe par les mesures qui ont été prises hier par le gouvernement, et dictées par le Premier ministre, n'est-ce pas, sous l'instruction du chef de l'État, le confinement, la restriction des mobilités, éviter en sorte que les gens se regroupent de manière massive. Je crois que le chiffre indiqué, c'est 50. Et donc, il me semble que ces mesures, elles sont bonnes, elles sont salutaires. Et moi, je pense que même il faut aller un peu plus loin parce que je n'ai pas entendu des mesures sur les regroupements des personnes dans les marchés. Je crois qu'il faut également réguler ces secteurs-là, empêcher que les gens n'aillent de manière massive dans les marchés. Je crois qu'il faut continuer davantage d'explorer parce que, comme je le dis, le challenge à l'heure actuelle, c'est de faire en sorte que le virus qui est déjà présent sur notre territoire, on a déjà dénombré un certain nombre de cas. Je préfère dire que c'est toujours de manière indicative qu'on donne le nombre, parce que maintenant on dit 10, ce n'est pas de manière, n'est-ce pas, formelle, exhaustive, c'est de manière indicative, 10 ça peut être plus, mais il faut faire en sorte qu'on l'on confine, n'est-ce pas, le virus dans une proportion très congrue de notre territoire et ne pas lui donner la possibilité, n'est-ce pas, de se propager à grande échelle. Je crois, à ce titre, je peux dire que c'est des mesures salutaires. Votre analyse, Serge-Henri Kelbé, 13 mesures prises par le Premier ministre, chef de gouvernement, sur instruction du chef de l'État pour éviter la propagation du Covid-19. Écoutez, M. Fangois, je dirais principalement que je m'interroge déjà, n'est-ce pas, sur le timing, n'est-ce pas, de ces mesures qui, très honnêtement, pour ma part, sont des mesures qui ont été déclenchées à la suite d'un signal. Est-ce qu'il aurait fallu que le président de notre auguste chambre, n'est-ce pas, rentre d'abord de l'étranger pour que des mesures comme celle-là soient prises? Moi, pour ma part, très honnêtement, je pense qu'il aurait fallu prendre ces mesures un peu plus tôt. Le timing est juste à la limite du temps, mais je pense que 2 jours, peut-être dimanche à minuit, le Cameroun aurait pu prendre de telles mesures. Pourquoi? Parce que, figurez-vous, ce virus qui, n'est-ce pas, terrasse actuellement le monde, qui est transformé en pandémie, ne se transmet pas par un animal tel que le paludisme par la nouvelle femelle, la maladie du sommeil par la moussetière. C'est un virus qui certainement découle d'une manipulation humaine et qui, n'est-ce pas, d'une manière ou d'une autre, a certainement échappé au contrôle de la science. Des hommes tout à fait conscients de ce que cette maladie ou ce virus peut causer à travers le monde, particulièrement les étrangers, ont pris un certain nombre de mesures. Il était tout à fait de bon ton que le Cameroun, n'est-ce pas, le gouvernement camerounais, anticipe, fasse la prospective sur un nombre de solutions qu'il aurait fallu prendre beaucoup plus tôt. S'agissant des mesures qui ont été prises par
le Premier ministre, chef du gouvernement, sur instruction du président de la République. Moi, je trouve que ces mesures sont incomplètes. Parce que figurez-vous, les économies qui tournent autour de l'aéroport, lorsqu'on a fermé les frontières, nous savons qu'il y a une compagnie ici dans la ville de Douala qui s'occupe de préparer des menus pour les compagnies aériennes. Alors, lorsqu'il n'y a plus de vol, ces compagnies ne peuvent plus fonctionner. C'est un manque à gagner. Il y a des compagnies il y a des gens qui vivent rien que du décollage, de l'atterrissage des avions. Quelles sont les mesures, celles d'hier et celles d'aujourd'hui, qui ont été prises, qui ont pensé à la survie de ces entreprises, à la vie des salariés de ces entreprises? Parce que les frontières terrestres, maritimes et aériennes sont fermées. Allez au port de Douala, vous allez voir, il y a des gens qui livrent des choux, de la nourriture pour des bateaux. Et lorsqu'ils ne peuvent plus exercer leur activité, je pense qu'il aurait été de bon ton d'aller beaucoup plus loin que les mesures qui ont été prises, quitte à voir, n'est-ce pas, comment est-ce que ces compagnies-là pourront être allégées. Mais Serge Henri, en même temps, pour un premier jet, je veux dire en termes de mesures, on ne peut pas penser à toutes ces conséquences-là. Vous avez pris un exemple. On peut également spéculer sur les conséquences de la décision de fermeture des établissements scolaires. Il faut rappeler quand même qu'on était pratiquement là vers la fin du premier trimestre. Non, les établissements scolaires ont déjà payé des pensions. Non, je veux dire qu'il y a aussi d'autres implications là-bas, que ce soit au niveau du calendrier scolaire, que sur les activités même qui y a autour des établissements scolaires. Bien évidemment. Donc, pour l'instant, il me semble que le gouvernement a pensé à prendre des mesures dans le sens de la protection. Mais lorsque vous faites, pourquoi aujourd'hui nous avons levé les frontières entre le Tchad et la République centrafricaine? Parce que le Tchad et la République centrafricaine dépendent de l'économie du port de Douala. Or, lorsque vous dites que l'aéroport est fermé, vous avez des structures, des milliers d'emplois qui dépendent de l'atterrissage et du décollage de nos avions, enfin des avions qui arrivent au Cameroun. Mais dans ces mesures, aurait été opportun de dire, plus que les avions ne vont plus atterrir, ne vont plus décoller, il y a des gens qui vivent de cette économie. Qu'allons-nous faire de ces personnes? Le Cameroun a des lignes budgétaires qui peuvent pallier à ce genre de décision et donc permettre au Premier ministre la ligne 94, qui est chaque année, n'est-ce pas, approvisionnée d'environ 126 à 130 milliards de francs CFA. Beaucoup de pays, lorsque nous allons parler des conséquences économiques tout à l'heure, ont pris ce nombre de mesures, un certain nombre de mesures. Aujourd'hui, le Premier ministre a dit, excepté la circulation entre le Cameroun, le Tchad et le Cameroun, la République centrafricaine, certainement il y a eu une diplomatie qui s'est mise en marche entre nos différentes chancelleries et on s'est rendu compte qu'effectivement la mesure était un peu trop forte parce que nous n'avons pas trouvé des mesures d'accompagnement pour des pays riverains qui vivent de nos ports. Donc moi je pense que même à l'intérieur du Cameroun, il fallait prendre un certain nombre de mesures qui devaient protéger les emplois futurs parce que, écoutez, nous ne sommes que à la partie immergée de tout ce que nous allons recevoir sur la face. Franck, ici, est-ce que vous comprenez les préoccupations de Serge Henri Kelbé? On a le sentiment qu'il y a eu des mesures qui ont été prises par le gouvernement. Le Premier ministre et le chef du gouvernement, c'était hier, mardi. Et ensuite, il y a eu une rencontre interministérielle ce mercredi. Et au terme de cette rencontre ministérielle, eh bien, il y a eu des réajustements qui ont été apportés par le chef du gouvernement. Cela peut se comprendre, non? C'est-à-dire que sur le terrain de l'application des mesures, on peut réaliser qu'il y a un certain nombre d'insuffisances et puis les ajuster justement au fur et à mesure que la situation avance. Non, je le comprends. C'est ce que je mettais dans les difficultés de la mise en œuvre et surtout l'absence de mesures suffisamment réfléchies. Je prends l'exemple de la mise en quarantaine, par exemple, de nos compatriotes qui arrivaient dès hier soir dans des hôtels. Normalement, s'il faut réquisitionner des hôtels, le bon sens veut, et surtout la pratique observée dans d'autres circonstances, veut qu'on vide d'abord les hôtels de ceux qui sont dans ces hôtels parce qu'ils sont considérés comme sains. Il ne faut pas les mélanger avec ceux qui sont soupçonnés de pouvoir importer ce virus. 2, il faut mettre à niveau tout le personnel de l'hôtel en matière de gestion de ce type de crise, donc une formation sanitaire, etc. Voire même leur donner des émoluments, des incitations supplémentaires. Parce qu'elles deviennent des personnels qui risquent leur vie. Il faut installer dans chacun de ces hôtels-là au moins une unité médicale. Parce que
si ce sont des personnes qui peuvent développer la maladie, il faut rapidement une intervention et à chaque étage. Parce que quand on dit mettre en quarantaine dans des hôtels, ça ne veut pas dire que vous êtes en vacances. Vous ne pouvez pas sortir de vos chambres. Donc ça veut dire que si quelqu'un venait à sortir de sa chambre dans un couloir, il faut par exemple des agents de sécurité pour veiller à ce qu'il respecte. Et surtout pour les hôtels, d'un point de vue économique maintenant, il faut mettre à disposition des fonds pour que ces derniers puissent alimenter ces personnes, que ce soit en médicaments ou en nourriture tout court. Et après même la fin de la quarantaine, il faut des moyens pour que l'hôtel puisse déjà, je vais dire entre guillemets, désinfecter l'ensemble de ses chambres et peut-être faire du marketing pour que les gens viennent en toute sécurité. Parce que moi je n'aurais pas le réflexe d'organiser un séminaire dans un hôtel qui a abrité... Qui a été infecté. Voilà. Donc vous voyez un peu tout ça. Donc on voit bien que notre gouvernement est dans une sorte de improvisation, ajustement. La menace est inédite. Cet état de gouvernance, son absence de proactivité est confronté là. Et le choix que nous avons décidé de faire, parce que la menace est inédite, c'est de faire des critiques constructives. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on pose, comme il a fait, ses réserves, c'est d'indiquer les moyens dont nous disposons, qu'il faut rapidement utiliser, parce que ce n'est plus une affaire de RDPC opposition. Vraiment, c'est une affaire qui nous concerne nous tous. Et on doit tout faire pour vaincre vraiment cette menace-là. Donc il y a des insuffisances, l'état de notre gouvernance nous expose justement un peu plus à cette menace invisible. Alors Edmond Kouyaté, si on peut saluer donc les mesures qui ont été prises par le gouvernement, même si Serge Henri estime qu'il y a un problème au niveau du timing, les uns les autres reconnaissent que bien que ces mesures soient intéressantes, bonnes, il y a un certain nombre d'insuffisances qu'il faut relever et corriger au fur et à mesure qu'on avance. Ce qui n'est pas faux. Vous savez que la particularité de ces mesures, c'est qu'elles ont n'est-ce pas, une qualité restrictive, au moins sur la vie économique, sur le quotidien des uns et des autres, en matière même également des libertés. Et donc, le bon sens, je dis bien le bon sens, aurait voulu au moins qu'à très faible proportion, que ces mesures soient accompagnées de mesures, d'un certain nombre, n'est-ce pas, d'autres mesures compensatoires, au moins pour permettre aux gens de ne pas avoir trop de déséquilibre. Tenez, si vous avez suivi par exemple le discours de M. Macron, vous serez rendu compte qu'il n'a pas seulement égrené un chapelet de mesures, de restrictions, mais également il a mis en place un certain nombre de mesures d'accompagnement, notamment, n'est-ce pas, le non-paiement des factures, des loyers, non-paiement des factures d'électricité et de gaz, parce que, évidemment, pour ceux qui vont rester à la maison, s'il fait froid, il faut se réchauffer au gaz, et ça peut se faire ça va se faire 24 heures sur 24, donc les gens qui avaient l'habitude d'allumer leur chauffage, peut-être pour 2 heures de temps, juste le temps de dormir, ou alors juste le temps de passer un peu de temps avant d'aller dormir, et tout ça, ça devient compliqué s'il faut allumer son chauffage pendant 24 heures. Et donc, il y a eu toute une batterie de mesures, n'est-ce pas, pour essayer d'accompagner les gens qui vont être confinés. Et même pas pour les grandes entreprises, vous avez vu les fonds qui ont été mis en place au niveau de l'État central, au niveau de l'État, pour permettre, n'est-ce pas, que les banques puissent donner la possibilité aux entreprises de se recapitaliser. Et donc, et même pour les petites entreprises, les artisans et autres, il y a eu l'État, il y a eu un fonds conjointement mis en place avec les régions qui... ce fonds va permettre, n'est-ce pas, aux petites entreprises de pouvoir avoir un effet d'amortissement, de ne pas connaître une chute libre, parce que, comme on l'a dit, ces mesures, je vais dire, le Covid-19 va déstructurer, ça va déstructurer sérieusement le tissu économique mondial. Et donc, la priorité des gouvernements, c'est de penser à comment faire pour que le tissu économique ne soit pas trop entamé, ne soit pas trop déstructuré. C'est de ça dont il est question. À moyen terme, ce sont des petites mesures qui sont mises en place pour accompagner. Mais je suis sûr qu'au sortir de là, il va falloir qu'au niveau des États, que l'on repense d'autres stratégies pour permettre à l'économie de véritablement être relancée. Et vous savez, lorsque nous avons essayé de pousser un peu la réflexion, on s'est rendu compte que le coronavirus est venu comme un peu un révélateur de la faiblesse de la relance économique de la crise de 2008 et même de 2003.
parce qu'on s'est rendu compte qu'en 2008, avec la crise de subprimes, on a vite fait de faire tourner la planche à billets ça et là, permettre aux entreprises, n'est-ce pas, d'avoir des fonds, mettre des fonds importants à la disposition des entreprises, alors que les entreprises avaient des problèmes structurels, réels. C'est-à-dire qu'on donne des fonds, on met les fonds à la disposition des entreprises sans se poser la question si à moyen et à long terme, ces entreprises pourront, dans leurs différentes activités, générer des profits de manière parallèle pour pouvoir en venir à bout, n'est-ce pas, de leur taux d'endettement. Donc, il y a tout ça. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'à la fin, si jamais on va arriver, parce que je vous ai dit que la particularité du Covid-19, c'est que personne, au jour d'aujourd'hui, ne peut dire à quelle période exactement est-ce qu'on va sortir, n'est-ce pas, de cette situation-là. Et donc, on espère que si un jour on venait à sortir dans 3 mois, espérons que ce sera trop court, mais si on venait à sortir, il faudra véritablement qu'au niveau des États, que l'on repense la stratégie de restructuration des économies, que ce soit, n'est-ce pas, à grande échelle, à moyenne échelle et à petite échelle. Donc, c'est de ça dont il est question. Il faudrait qu'au niveau du Cameroun, parce que c'est Kléber qui essayait... Serge Henry qui essayait d'égrainer un peu les conséquences, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Il y a des secteurs, des pans entiers qui, si on y prend garde, ça va disparaître complètement. Et il faut savoir, par exemple, les assureurs, personne n'y a encore pensé. Les assurances vont prendre un sérieux coup. Vous imaginez, par exemple, ceux qui font l'assurance vie, lorsqu'on vous dit qu'aujourd'hui, on est à 3 000 morts par-ci, 5 000 morts par-là, vous imaginez les gens qui ont pris de l'assurance vie, ça coûte énormément cher, que ce soit les assureurs, que ce soit les réassureurs. Et derrière les assureurs et les réassureurs, en réalité, vous avez les banques. Et donc, tous ces secteurs-là, il faudra penser véritablement à mettre en place une stratégie de restructuration économique et de relance des activités. Alors, je voudrais rappeler assez rapidement, il y a des mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre chef du gouvernement hier, notamment la fermeture des frontières nationales, terrestres, maritimes, aériennes, entre autres. La fermeture des écoles maternelles, secondaires, les lycées, collèges et les universités, l'interdiction des regroupements de plus de 50 personnes, le report des compétitions sportives. Il y avait les Jeux FENASCO qui étaient annoncés. Je crois que certains jeunes étaient déjà même à EDEA pour le compte des Jeux régionaux et qui étaient obligés de revenir. Pour le CHAN, c'est acté, que c'est reporté. La fermeture des débits de boissons, entre autres, dès 18h. J'allais vous interroger, Serge Henry, vous qui êtes dans la ville de Douala et qui avez certainement observé un certain mouvement. Est-ce que ce sont des mesures, notamment la question de la fermeture, les regroupements et tout ça, est-ce que vous avez l'impression que les gens ont pris la pleine mesure de cette affaire et effectivement sont en train de respecter les restrictions? Écoutez, M. Frangois, très honnêtement, je pense que j'ai fait un parcours de chez moi à votre studio. J'ai essayé de regarder un peu, n'est-ce pas, en traversant les carrefours les plus achalandés souvent. Je pense que les Camerounais font preuve d'assez de civisme, mais il est question ici ce soir, peut-être de ne pas alarmer ou à muter les populations, mais de dire aux populations que nous faisons face à une crise sanitaire mondiale de très haut niveau, franchement de très haut niveau. Depuis 1350, le monde n'a pas vécu pareille crise. Il y a eu la peste dans les années 1400, il y a eu à la fin de la Première Guerre mondiale en Espagne une autre grippe assez importante, mais je vous dis, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et depuis presque 400 ans, le monde n'a pas vu pareille déstructuration des systèmes sanitaires. Pourquoi? Parce que si on parle du SRAS, qui est l'épidémie la plus récente, qui date de 4-5 ans, le SRAS était confiné quelque part en Chine. La peste était en Europe. Mais ici, nous avons une pandémie mondiale qui fait des ravages. Et la chance que nous avons, nous, pays africains, surtout francophones, c'est que cette pandémie s'est déclenchée
dans un épicentre qui est loin du Cameroun, c'est-à-dire en Chine. Si ça avait été comme l'Ebola, où le Covid-19 se déclenchait au Gabon, en Guinée équatoriale, je touche du bois, ou au Cameroun, mais nous serons en train de compter des dizaines de milliers de morts. Tout simplement, pourquoi? La première des raisons, c'est que lorsque cette épidémie s'est déclenchée en Chine fin décembre 2019, tout le monde se disait c'est un problème chinois. Ils vont gérer. Ça ne nous concerne pas. Vous avez vu la puissance, la grandeur avec laquelle la Chine a construit des hôpitaux en 2-3 semaines dans un stade de football. Et aujourd'hui, la contamination, l'expansion de ce virus qui n'est pas anéanti, éteint en Chine, est quand même réduite. Or, les pays comme les États-Unis, l'Europe, qui pensaient que c'est une affaire qui concerne l'Asie, sont touchés actuellement de plein fouet. Mais ce qui est grave, c'est qu'il faut être honnête et dire la vérité. Dire la vérité. L'Iran, aujourd'hui, compte plus de 1000 morts. Très exactement, 1114 morts. Parce que c'est généralement des pays fermés. L'Iran, la Russie, la Corée du Nord, mais qui, à un moment donné, fait face à une évolution de la pandémie où il faut ouvrir les frontières et appeler des spécialistes. Je ne pense pas que ça a été le cas de l'Italie. L'Italie a peut-être plus prêché par, n'est-ce pas, son mode de vie qui est un peu un mode de vie africain. C'est-à-dire, c'est des Africains du sud de l'Europe. Si cette pandémie, telle qu'elle a commencé aujourd'hui avec 13 cas que nous avons constatés, nous ne prenons pas des mesures. Parce que on constate qu'elle est déjà dans 30 pays africains sur les 54. 155 pays au monde sont déjà affectés. Il est donc nécessaire que des mesures qui ont été prescrites par le gouvernement, que moi j'estime ne même pas être assez suffisantes, soient respectées à la lettre. Seulement, il ne faut pas céder à un vent de panique, c'est-à-dire il faut se préparer, il faut anticiper. Si vous allez dans les supermarchés hier, mais c'était terrible, c'était des scènes de guerre. Vous voyez dans les réseaux sociaux des gens qui bagarrent pour du papier hygiénique ou bien pour un bout de pain, mais c'est de la réalité. Moi, j'ai essayé de faire quelques courses hier, et c'était invivable. Alors, donc, on retient que pour l'essentiel, ces mesures sont respectées, et d'ailleurs, je crois que j'en ai fait l'expérience aussi. Enfin, pour ce qui me concerne, je crois que j'ai pu traverser le carrefour de Coty en 2 minutes aujourd'hui. Vous avez encore du monde. C'est pas très souvent. Non, je vais dire en 2 minutes. Oui. J'ai traversé le carrefour en 2 minutes, ce qui n'est pas souvent le cas. On sait qu'en moyenne, c'est 15, 20, parfois 30, 45 minutes pour traverser. C'est pas l'avis de Franck ici? Non. Je pense qu'on aurait tort de se féliciter d'une prise de conscience au lendemain de l'annonce de ces mesures gouvernementales. Surtout que vos témoignages ne sont pas, entre guillemets, scientifiquement recevables, si je me permets. C'est pas parce que vous avez traversé un quartier avec moins d'affluence que ça signifie que les gens ont pris conscience et ils ne sont pas dans la route. Donc, soyons sérieux. Soyons sérieux. Je pense qu'on aimerait avoir un rapport des autorités qui nous disent que dans notre périmètre, il y a 1000 bars et 90% respectaient la consigne. Donc, c'est ce genre de chiffres sérieux qu'on devrait avoir chaque jour dans un rapport quotidien. Ça, c'est par exemple une proposition que nous faisons. Normalement, il devrait avoir une cellule de crise avec chaque soir un point à la nation sur toutes les dimensions de cette crise. Parce qu'il faut avoir une véritable veille. Et c'est là où je dis, attention, le plus gros défi, ce n'est pas simplement d'annoncer les mesures et de prendre ces mesures. Le plus gros défi, c'est d'amener l'ensemble des acteurs à appliquer les mesures. Et je peux vous dire qu'il y a de la résistance. Partant de mon expérience aussi de ce jour, moi par exemple, j'ai fait un voyage, on a dit il faut éviter les surcharges. J'ai vu la surcharge partout. J'ai vu des gens tousser sans prendre les précautions, tousser dans le coude comme il est recommandé. Donc, et il faut savoir qu'avec cette maladie, peut-être on n'est pas des médecins, mais ce qu'on nous dit, c'est que vous pouvez porter la maladie sans la faire pendant des jours. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, aucun signe d'incubation. Voilà. Et il y a des gens qui peuvent être ils contaminent rapidement, mais sans manifester des signes. C'est ça qui la rend un peu complexe. Cependant, je ne suis pas aussi... Je dis qu'il faut garder les proportions. Je ne peux pas dire comme Serge Henri que c'est la plus grosse, entre guillemets, à cette heure-ci.
pandémie que nous avons connue. La grippe espagnole qu'il a citée a fait des millions de morts. Mais elle est restée en Europe. Elle est restée sur le continent européen. C'est ça la différence. Elle a été appelée grippe espagnole parce qu'à un moment, on l'a découvert là-bas, mais elle était sur 3 continents. Et elle est même partie toujours de la Chine. Donc, je veux dire qu'il faut faire attention. Et dans les pays comme les pays africains, où on a des systèmes de santé, comme le relevait au début Edmond, on a du mal à mesurer. Voilà, le niveau de contamination. Parce que nos outils statistiques ne sont malheureusement pas très fiables. Et surtout, dans le cas d'une pandémie pareille, vous reconnaissez que ceux qui sont déclarés officiellement, c'est ceux que officiellement on a pu tester. Mais imaginez tous ceux qui ont traversé, qui ne sont pas testés. Par exemple, c'est une seconde proposition qu'on fait, c'est d'ouvrir des possibilités de tests pour mesurer. Parce que dans le cas chinois, par exemple, rappelez-vous, en décembre, après les premiers jours, officiellement, c'était 400, 442. Mais quand on a commencé à lancer des mesures d'alerte, en janvier, des gens qui sont venus, en décrivant à partir de quel moment les symptômes commençaient à se manifester, donc ça correspondait à décembre, on a vu que c'était 20 fois le chiffre officiel. Donc le fait pour tous les pays, c'est que entre le chiffre officiel et le chiffre réel, il y a un écart dont la proportion peut être terrifiante. Donc c'est pour que nous soyons sur nos gardes. Donc le message au fond, la conclusion c'est le même. Soyons sur nos gardes et travaillons à ce que les gens strictement appliquent ce qui est sous leur contrôle. Alors, donc, on parlait des mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics, donc la fermeture des débits de boissons, les 18 heures, la question de la régulation des marchés. Le ministre du Commerce a été interpellé ce mercredi, justement au cours de cette rencontre interministérielle. Il y a la question de la limitation des voyages à l'intérieur du pays, donc d'une ville à une autre. Franck nous racontait son expérience. Les conducteurs de mototaxi qui doivent éviter les surcharges. On a parlé des hôtels ou des espaces, des centres de santé qui doivent être réquisitionnés par les pouvoirs publics pour les besoins de la cause. Il semble qu'à ce niveau-là, il y a quelques soucis, on en parlait tout à l'heure, et on regardait au journal d'Equinox Télé tout à l'heure. Il semble que les gens ont été un tout petit peu surpris par ces mesures-là, et c'est vrai que le gouverneur rassure, mais il y a une nécessité peut-être de revoir exactement ces mesures-là, en tout cas d'apporter des mesures d'accompagnement à ces structures hôtelières, et même les centres médicaux qui sont réquisitionnés. Est-ce que le personnel est prêt? Est-ce que les mesures d'accompagnement y sont? Peut-être qu'il faut regarder tout cela pour rendre optimal. Non, parce que, je vous le dis, c'est quelque chose où, par exemple, dans toutes les entreprises, on doit briefer, on doit s'organiser. Dans toutes les institutions, on doit mettre en place des mécanismes pour faciliter l'application des gestes. On appelle ça gestes barrières. Donc tout ça, on ne voit pas encore ça. On doit avoir dans les rues des gens qui sensibilisent, qui rappellent aux gens. On doit avoir à l'entrée de toutes les institutions, des quartiers, les choses. Par exemple, cette affaire d'eau là, elle n'est pas accessible à tout le monde. On dit qu'il faut se laver les mains toutes les heures. Non, parlant d'affaires d'eau, vous comprenez que ça va être très difficile parce que je connais plusieurs quartiers ici qui n'ont pas d'eau pour pouvoir, n'est-ce pas, de manière élémentaire, se laver les mains tout le temps. Mais il y a un autre problème, Duval, si vous permettez que j'embraye un peu, je sais que c'est peut-être Edmond qui devait parler, mais il y a un problème, vous ne trouvez plus de gel hydroalcoolique dans les pharmacies, vous ne trouvez plus de masques, vous ne trouvez plus certainement de gants. Moi, j'ai passé un coup de fil aujourd'hui à Yaoundé, à l'hôpital gynéco-obstétrique à Yaoundé pour demander à quelqu'un comment est-ce que ça se passe là-bas. Mais c'est terrible, la personne me dit, nous n'avons pas de gel, nous n'avons pas de gants, il n'y a plus de masques. Le directeur ne nous donne rien. Je ne suis pas là en train d'accuser. Mais c'est juste pour dire que les lieux où des personnes sont censées aller se protéger ou apprendre comment esquiver la pandémie, c'est plutôt là-bas qu'on risque de se faire infecter. Et donc, pour ma part, je pense que le ministre de la Santé devrait mettre sur pied une espèce de type de caravane mobile avec des points de briefing quotidien, journalier, pour dire à quel niveau se trouve l'évolution de la pandémie au Cameroun. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Voilà, donc la réquisition des hôtels et puis les mesures correctives qu'il faut apporter, parce que lorsqu'on écoute le Premier ministre chef du gouvernement,
Après la rencontre interministérielle de ce mercredi, effectivement, on a le sentiment qu'il a pris acte de ce qu'il y a un certain nombre d'insuffisances, notamment sur la gestion du dossier de Douala d'hier par le gouverneur et les autres. Il y a des mesures qui ont été prises dans le sens de corriger. Alors, on parle de privilégier davantage la communication électronique pour poursuivre le travail en groupe et donc éviter les... Il faut le courant et Internet de qualité. Alors, et de ce point de vue, on a appris en regardant ce qui se passe dans d'autres pays qu'il y a des mesures d'accompagnement qui ont été prises. Je sais plus si c'est au Sénégal ou en Côte d'Ivoire où on dit par exemple qu'on a réduit les frais de communication Internet et puis annulé complètement les bonus sur les transferts d'argent pour permettre effectivement que les uns et les autres puissent et c'est la mesure phare manquante, c'est-à-dire le côté financement, le côté soutien à l'économie, soutien aux usagers, soutien aux acteurs. Parce qu'on ne décrète pas comme ça. La plupart des entreprises sont dans un équilibre fragile. La plupart des travailleurs camerounais, 90% sont dans l'informel, qui parfois vivent au jour le jour. Donc quand on dit par exemple, à un moment, on va arriver à des mesures de confinement où on dit on reste chez soi, on limite les déplacements. Comment on fait pour que les gens ne se retrouvent pas entre mourir de faim ou mourir du virus? Donc là, c'est complexe. C'est pour dire qu'il faut humblement reconnaître que nous n'avons pas de marge budgétaire, de système et un mode de gouvernance qui nous prépare à faire face au mieux à ça. Donc, utilisons un peu l'expression chinoise, comme ça nous vient de Chine. Le mot crise chez les Chinois, c'est fait de 2 pictogrammes. Un qui signifie menace, l'autre signifie opportunité. C'est une menace de destruction. Mais là, j'emploie encore un concept d'économie Schumpeter. Là, on a une opportunité de destruction créatrice. Comment on utilise cette menace à notre vie tout court pour renforcer nos systèmes, sortir plus fort, corriger ce qui jusqu'ici a été notre maladie identitaire, de la malgouvernance, de l'approximation et de la gestion un peu légère des affaires publiques. Donc voilà l'opportunité que nous avons. Et vraiment, c'est une cause où on peut faire unité nationale, sincèrement, parce que, comme je le dis encore, c'est dangereux. C'est dangereux. Et ce n'est pas une affaire de militants politiques, c'est une question nationale. C'est même de patriotisme. Ça, c'est les vraies questions. On doit mesurer le patriotisme de tous. Personne ne doit être fermé aux propositions. Et je crois qu'on doit consulter tout le monde. Je pense tout simplement... Et chacun a un rôle à jouer. Monsieur ici, vous avez peut-être raison quelque part, mais je voudrais vous dire que cette pandémie arrive, n'est-ce pas, de manière mondiale. Ce n'est pas le Cameroun qui l'a provoqué, ça vient d'ailleurs. Donc le Cameroun fait face actuellement à tout ce qu'on connaît comme crise sécuritaire et humanitaire. Et je pense que les fonds ou les budgets nécessaires à ce genre de problèmes pour résoudre cette pandémie ou éduquer les masses, les populations, ne sont peut-être pas à portée de main pour l'instant. Ce qui est sûr, dans les différentes réunions de crise qui sont tenues à Yaoundé, le ministère de l'économie, particulièrement aussi le ministère des Finances, sont en train de voir justement comment débloquer, n'est-ce pas, une ligne budgétaire spéciale pour accompagner le ministère de la Santé de faire face à cette pandémie. Certainement, les mesures qui seront prises financièrement ne seront pas assez suffisantes. Ils seront, n'est-ce pas, à la hauteur du budget d'un pays comme le Cameroun. Certainement aussi, je pense que les populations devaient être sollicitées parce que dans certains pays, vous avez des footballeurs, des basketteurs, des opérateurs économiques qui donnent de l'argent pour que certaines solutions soient trouvées dans les hôpitaux. Tenez par exemple l'Italie qui fait face aujourd'hui à plus de 2000 morts. On ne parle que des morts, mais ils ont quand même presque 3000 personnes guéries. C'est encouragé, avec 26 000 personnes déjà infectées en Italie. Le président du groupe Fiat a donné, Berlusconi déjà, lui-même, a donné, je crois, 10 millions d'euros à un centre hospitalier en Lombardie pour essayer de trouver une solution. Il y a Sergio Mané au Sénégal qui a fait envoyer de l'argent, je crois, un montant aussi important pour aider les populations. Donc, je pense que ce n'est plus seulement une même au Cameroun, il y a des volontés comme celle-là. Il en faut. C'est ce que je suis en train de dire, que ça ne serait plus ça, c'est pas le l'affaire de l'État tout seul. Non, le principal, c'est les réponses étatiques. C'est les réponses systémiques.
on ne peut pas, et là je reconnais encore malheureusement nos spécificités politiciennes et politiques, c'est-à-dire la logique de l'aumône, la logique de l'élite qui vient donner un coup de main. On est en train de parler d'un système sanitaire qui globalement doit être renforcé. On est en train de parler de mesures d'accompagnement structurelles, enfin conjoncturelles et puis structurelles pour empêcher l'effondrement de pans entiers de l'économie. C'est pas étoffice par ces petits, donc non, mais l'État peut tout faire. Selon vous, c'est à l'État d'organiser la mobilisation collective, c'est l'État de mettre en place la politique par laquelle la nation répond. Donc, si les gens ne sont pas capables, mais que humblement, ils laissent le tablier. Parce que là, c'est pas le moment. Il y a un exemple que je prends. Il y a un exemple sur lequel je voudrais peut-être qu'on développe, Edmond. Sur le cas, par exemple, lorsqu'on parle de... Parce que là, il y a réduction de la mobilité. Les gens ne se déplacent pas. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on va davantage solliciter les services de télécommunication. Par exemple. Internet, le téléphone mobile, ainsi de suite. Est-ce qu'on ne peut pas agir à ce niveau-là, justement, pour faciliter davantage ces échanges, comme c'est le cas dans certains pays? En réalité, je comprends un peu la préoccupation de Franck ici. Et il a tout à fait raison. Ça veut tout simplement dire que même s'il devrait avoir des contributions de manière individuelle, il faudrait que ça vienne en complément de l'existant. C'est-à-dire que c'est à l'État de mettre en place un socle, n'est-ce pas, sur lequel tout le monde peut s'appuyer cette fois-ci pour apporter une contribution. Vous faites bien de souligner par exemple le cas des télécoms. L'État, au même titre qu'il a réquisitionné des établissements, n'est-ce pas, des hôtels et autres pour accueillir un certain nombre de personnes arrivées au Cameroun, l'État peut cette fois-ci donner injonction. Je ne dis pas quémander, mais je dis donner injonction aux opérateurs économiques de revoir à la baisse leurs tarifs, leur grille tarifaire pour permettre aux gens, parce que le but, c'est d'éviter le contact physique entre les hommes. C'est d'éviter même les échanges, n'est-ce pas, monétaires. Je voyais un peu et de favoriser l'usage de la monnaie scripturale au maximum. Or, aujourd'hui, il me semble que nous avons un outil qui marche très bien, notamment avec les opérateurs économiques, qui permet n'est-ce pas, de faciliter les transactions monétaires. Donc, l'État, dans, n'est-ce pas, la panoplie, la kyrielle des mesures qu'elle peut être amenée à prendre, peut donner injonction justement à ces opérateurs de jouer sur un certain nombre de leviers, notamment la baisse tarifaire, pour permettre aux gens de communiquer plus facilement. Vous savez par exemple que dans d'autres pays, on n'a pas seulement renvoyé les gens, on n'a pas seulement fermé les entreprises, mais on a encourager le télétravail, c'est-à-dire les gens restent à la maison et par le biais d'Internet, ils travaillent. Mais vous voyez bien que même dans ces pays où la technologie a atteint un niveau très élevé, certains serveurs sont en train de bugger parce que tout le monde se connecte et au même moment, et n'est-ce pas, le volume, je vais dire, des données sollicitées simultanément, concomitamment par les uns et les autres, fait en sorte que certains serveurs bug. Donc, au niveau du Cameroun, par exemple, où le taux de pénétration d'Internet, malheureusement, dans les zones même dans les zones urbaines, n'atteint pas encore 25%, ça n'atteint pas 25%, et donc dans les zones rurales où c'est très faible, je ne sais même pas si ça atteint 5%, il faudrait, n'est-ce pas, que l'État puisse demander aux différents opérateurs installés chez nous d'activer sur ces leviers-là pour favoriser, n'est-ce pas, les communications en jouant. Je souligne qu'il y a un opérateur qui célèbre un certain nombre d'années au Cameroun, qui nous annonçait quand même que qu'on ne se trompe pas, derrière les apparences, depuis la crise anglophone, il réalise des pertes. Ça veut donc dire l'importance des concertations entre différents acteurs. Parce que c'est bien beau de donner des injonctions, mais peut-être il faut compenser avec, entre guillemets, sur le plan fiscal, c'est un nombre, voilà, des exonérations. C'est quand on parle de évidemment, et autres factures. Évidemment, parce que c'est aussi des emplois qui sont menacés si l'entreprise. Il y a ce qu'on a, il y a forcément. Ils ont fait la récapitalisation. Loin de la récapitalisation, il y a forcément ce qu'on va appeler les variables d'ajustement. Et ce sera à l'État d'assumer les variables d'ajustement. Il y a beaucoup de leviers sur lesquels l'État peut jouer, n'est-ce pas, pour faire des pondérations et atténuer ces effets de variables d'ajustement. Notamment, ça peut être sur le plan fiscal, avec, n'est-ce pas, certaines exonérations. Ça peut être sur le plan de certaines charges patronales qu'on peut, n'est-ce pas, on peut faire un bémol sur certaines charges patronales, sur certaines charges fiscales et autres. Toujours est-il que nous sommes dans une crise
exceptionnelles qui appellent à des mesures exceptionnelles. Et pas mesures exceptionnelles, moi je voulais juste dire que nous sommes privés actuellement et on voit tout le poids de ça, du levier monétaire. Parce qu'en évoquant tout à l'heure la crise de 2008, avec le mécanisme de la planche à billets, nos États en sont limités. Oui. Entre autres, parce que la question des moyens qu'il disait, que nous avons des moyens limités. Oui, on a des moyens limités, mais un État qui peut émettre la monnaie et jouer de l'instrument de la planche à billets en cas exceptionnel ou en cas de crise ou en cas de guerre pour sa survie, peut faire plus de choses que notre État actuel. Nous sommes maintenant tenus à attendre les petits fonds mis par la Banque mondiale parce que c'est pas nous qui émettons notre monnaie. C'est ça le problème, c'est ça que je dis. Voilà, c'est pour dire que ça montre les limites de notre système. Effectivement, c'est ça qu'il pose comme problème. Ça veut dire que même en ce moment, le problème c'est que en ce moment, même des obligations, notre banque centrale ne peut pas émettre des obligations. C'est ça qu'il faut dire. Et même s'il faut jouer avec l'outil monétaire, on est très très limité parce qu'on ne peut pas faire tourner la planche à billets encore. Que même s'il faut parler, n'est-ce pas, de la récapitalisation, ce n'est pas nous, ce n'est pas la BER, c'est ça, la BER chez nous qui indique le taux directeur chez nous. Il faut attendre que la Banque de France, qui est le propriétaire de notre monnaie, indique le taux directeur. Donc tout ça c'est un peu complexe chez nous. C'est ça qui... Il faut tenir compte des limites réelles de nos États. Nous ne sommes pas des États, je veux dire, il ne faut pas écouter Macron. Mais il y a quand même des marges de manœuvre. Il y a quelqu'un qui a dit, quand vous écoutez Macron et quand vous écoutez le ministre John Gauthier, vous voyez la différence qu'il y a entre un État et un pays. C'est ça que je dis. Nous sommes un pays. Les gens peuvent on est un État qui n'a pas les instruments. Lorsque vous avez suivi Macron, par exemple, il a décidé de mettre en place un fonds qui est supporté par l'État à concurrence de 300 milliards d'euros. Mais attendez, c'est-à-dire que c'est pour toutes les grosses mastodontes comme Airbus, comme Alstom et tout ça, ça va permettre en sorte qu'on fasse tourner la planche à billets et que, n'est-ce pas, ces grosses entreprises se recapitalisent. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Il faut savoir très bien que chez nous, on est très limité. Je dis simplement, même s'il faut faire jouer, n'est-ce pas, l'effet multiplicateur de crédit en permettant aux entreprises d'emprunter, on ne peut pas le faire parce que malheureusement, nous ne décidons pas du taux directeur chez nous. Donc, on est très limité, l'État est limité. On a certes des marges d'éventail. Des marges de manœuvre. Ouais. Non, au-delà du taux directeur, sur l'aspect économique, les entreprises qui seront certainement touchées par l'évolution de cette pandémie, le Covid-19, dans d'autres pays, l'État s'est quand même proposé d'être caution pour des entreprises qui auront besoin de crédit pour se relancer. Parce que, à l'heure où nous parlons, aujourd'hui, le 18, l'Afrique, et particulièrement l'Afrique centrale, n'a même pas encore reçu l'électrochoc de l'arrivée de cette pandémie. Donc, certaines mesures doivent être déjà pensées pour être implémentées d'ici mi-mai. Parce que certainement, nous aurons atteint le pic, n'est-ce pas, en été, début été en Europe, en Occident, de l'expansion de cette pandémie. Il ne faudrait donc pas attendre que nous commencions à compter des morts sur le carreau. Déjà, d'abord, pour l'organisation, par exemple, d'une compétition qui a été reportée, on a demandé au Cameroun d'avoir certaines ambulances. Est-ce que nous avons suffisamment d'ambulances ici? Si nous avons 50 cas actuellement dans la ville de Douala, avec le public reportage que vous avez fait, je crois, au journal d'hier ou avant-hier, nous montrant la salle d'isolement à l'hôpital Lakentini, je ne pense pas que nous pourrons recevoir autant de personnes. Donc, il est question de mettre actuellement en place des mesures sanitaires capables de recevoir, n'est-ce pas, un nombre important de patients. Parce que ce qui se passe en Italie, c'est que les médecins aujourd'hui se disent, nous allons réanimer qui? La priorité est maintenant au niveau de la réanimation. Ce n'est plus qui est-ce que nous allons recevoir. Il y a tellement de malades. Et je crois qu'il y a même 1 ou 2 médecins qui se sont déjà suicidés à cause du stress produit par le travail, qui n'arrive plus. Et c'est eux qui appellent les populations, leur disent, prenez toutes les dispositions pour ne pas attraper cette maladie parce que toutes les salles d'urgence et de réanimation sont pleines. La France a débuté aujourd'hui des vols aéroportés du nord-est de la France, c'est-à-dire Strasbourg,
pour aller vers le sud. Mulhouse pour aller vers le sud, Bordeaux, Marseille, pour essayer de désengorger. Le Cameroun n'a pas ce type de moyens. Nous n'avons pas. Et il ne faudrait donc pas attendre que la cote d'alerte soit, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Cela pose donc la question de notre capacité à pouvoir faire face à la pandémie avec bien évidemment les infrastructures. Là, vous parlez des infrastructures tout à fait sanitaires, mais on peut également insister. On sait que jusqu'ici, Franck, ici, on n'a qu'un seul centre, qui est le centre Pasteur, qui a vocation, je veux dire, à produire les résultats des tests. Ça veut dire que tout ce qu'on fait comme prélèvement, que ce soit à Douala, à Garoua ou ailleurs, il faut absolument converger vers le centre Pasteur qui est le seul habilité à rendre les résultats. Il faut peut-être penser à multiplier des centres comme cela et peut-être travailler également sur les infrastructures sanitaires, les capacités d'accueil des hôpitaux, le nombre de lits, ainsi de suite. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de 13 cas, mais rien n'indique que d'ici la semaine prochaine, on pourrait avoir une flambée de nombre de cas à prendre en compte. Alors donc, pour terminer sur ce coup-là, dans les mesures annoncées par le chef de l'État, au niveau de, on parlait tout à l'heure de la nécessité de privilégier les communications électroniques avec le zoom que vous avez fait sur les mesures que pourraient apporter les entreprises qui travaillent dans le secteur de téléphonie mobile, la suspension des voyages des membres du gouvernement à l'étranger. Bon, je crois qu'on en parlait déjà depuis la semaine dernière. Et puis finalement, le respect scrupuleux des mesures édictées par le gouvernement, notamment par l'Organisation mondiale de la santé. On parle de plus en plus de tousser à l'intérieur du coude ou encore de mettre le cache-nez et surtout cette solution hydroalcoolique. On demande que cela soit présent dans toutes les institutions, je veux dire qu'à l'entrée de toutes les institutions pour permettre effectivement pour se désinfecter les mains. Voilà, donc c'est autant de mesures qui doivent être prises pour limiter donc la propagation du Covid-19. Maintenant que nous allons faire le tour sur ce qui se passe chez nous, messieurs, on va... Excusez-moi, je voudrais juste insister que moins on est justement systémiquement doté, préparé, moins on a de l'argent, plus on doit être précautionneux, préventif. Parce qu'en cas de maladie, on n'a pas, comme les autres, les moyens suffisants de repos. Ce n'est pas une affaire de riches, ce n'est pas une affaire de blancs. Les noirs meurent, pour dire simplement. Les pauvres meurent. Et je dois souligner une chose pour qu'on sorte de ce chapitre, c'est que depuis hier, je suis très heureux de me rendre compte que les acteurs politiques de différents bords ont décidé de taire leur querelle habituelle pour faire front commun. Je suis très content. Au moins pour une fois, il y a quelque chose qui peut fédérer ou alors qui peut nous amener à faire cause commune. Alors, de temps en temps, est-ce qu'il faut que des choses comme ça viennent nous rappeler que nous sommes... Autrement dit, les opposants ne sont pas aussi des antipatriotes. Non, comme on a souvent voulu. Bien au contraire, ce sont des gens qui, juste à travers leur critique, veulent que les choses s'améliorent. Pour que le pays soit nettement plus vivable. C'est une attitude que je voulais féliciter. Voilà. Donc, pour entrer dans le sujet que nous avons annoncé en sommaire et qui est le centre nerveux même de cette émission, c'est sur les comportements des États, Franck, ici. Aujourd'hui, on se demande ce que vont devenir toutes ces organisations internationales qui avaient vocation à encourager la mondialisation, l'Organisation mondiale du commerce, les organisations supranationales, l'Union européenne. Avec le confinement, on parle de confinement, on voit davantage les populations qui restent chez elles, mais on a le sentiment que les États aussi se confinent. La fermeture des frontières et tout ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de redessiner une nouvelle géopolitique mondiale? On va voir ce que ça va donner dans les mois à venir. Je ne suis pas devin, je ne suis pas prophète. J'observe juste qu'avant cette pandémie du Covid-19, il y avait déjà depuis, disons, 5 années déjà, sur le plan démocratique, une tendance à l'émergence de ce qu'on appelle des leaders charismatiques qui prônent un peu une forme de nationalisme et de repli sur soi. C'est ce qu'on a vu au Brésil, aux États-Unis. C'est ce qui explique la montée des leaders comme Marine Le Pen, Matteo Salvini et le triomphe même du Brexit. Parce que la mondialisation, telle qu'elle s'est développée jusqu'ici, a créé deux types de citoyens dans ces sociétés-là.
ce qu'un sociologue britannique, je crois David Gouda, a appelé people of somewhere and people of nowhere. C'est-à-dire les gens qui sont de quelque part, c'est-à-dire qui sont dans les terroirs, les territoires, qui n'ont pas la possibilité par leur éducation, par leur travail, de parler plusieurs langues, de voyager dans des avions, un peu comme M. Serge-Henri ici, et qui sont, voilà, les laissés pour compte de la mondialisation et une certaine classe instruite, qui est polyglotte, multiculturelle, qui vit dans les capitales et qui bénéficie de la mondialisation. Donc c'est ça qui fait monter, a soutenu un peu l'arrivée de nouveaux mouvements politiques, d'hommes politiques qui disent à un moment la mondialisation ça ne marche pas, l'Union européenne ça ne marche pas, il faut un repli dans les frontières nationales. Donc le coronavirus vient aussi s'ajouter à ça. Ce d'autant plus qu'en Occident, avec la mondialisation, on observait quoi? Une forme de désindustrialisation qui a entraîné beaucoup de chômage et de précarité, dans ce sens où les multinationales ont fait de la Chine, fait de l'Asie, l'atelier du monde. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est dans ce contexte que ça vient s'ajouter. Cependant, pour ceux parce qu'il y a des menaces collectives, parce qu'on a beau fermer les frontières, il y a des réalités qui ne peuvent pas s'affronter seules. Le changement climatique, les questions migratoires, les questions comme justement les pandémies. Il faut des institutions internationales où le multilatéralisme soit la méthode par laquelle on aborde les conflits collectifs. Donc moi j'ai plutôt l'impression que ça peut permettre, là c'est mon souhait personnel, d'aider à corriger des dérives de la mondialisation telle qu'elle est observée aujourd'hui et renforcer les bons côtés du multilatéralisme. Donc je crois que c'est un processus, c'est peut-être tôt encore de le dire, c'est une hypothèse que j'émets, c'était aussi un souhait, de permettre de revoir un peu dans quelle manière, selon les modalités par lesquelles jusqu'ici la mondialisation s'est faite et la gestion des institutions comme l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine s'est faite. Edmond Kouyaté, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller de cette mondialisation dont on a tant vanté les mérites vers une sorte de nationalisme économique? Écoutez, il faut savoir que, je l'ai dit tout à l'heure, Covid-19, en fait, a révélé quelque chose de beaucoup plus profond. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le système dans lequel nous avons toujours vécu, c'est-à-dire le capitalisme à outrance, le libéralisme et tout cela, étalait déjà ses limites progressivement. Et à chaque fois que ces limites étaient étalées, on essayait de trouver très rapidement des mesurettes, c'est-à-dire ce qu'on appelle on a fait du saupoudrage, en fait. Des réformes, nous, en termes techniques, on appelle ça des réformes paramétriques. C'est-à-dire qu'on prend quelques paramètres qu'on ajuste, on fait des ajustements à quelques paramètres. On ne fait pas des réformes systémiques. Systémiques, structurelles, pour essayer de construire quelque chose de véritablement durable. Alors, ce qui fait que, si vous regardez la crise de 2008, que nous avons baptisée crise de la faim, c'est-à-dire c'est tout simplement que on s'était rendu compte que le système ne peut pas garantir le bien-être des populations, de la population mondiale, de manière sereine, de manière en sorte que tout le monde puisse se sentir bien là où il est. Pourtant, on continue à faire de l'argent. Ce n'est pas qu'on ne fait pas de l'argent. On fait de l'argent et même beaucoup d'argent. Mais maintenant, à quoi est-ce que cet argent, les richesses qu'on crée tous les jours, parce que tous les jours on vous dit, oh, le PIB de tel pays a augmenté, le PIB à parité nominale de tel pays est passé de tel pourcentage à tel autre pourcentage, ainsi de suite. La richesse, ça veut dire que la richesse est créée davantage, mais est-ce que cette richesse est véritablement au service de l'humain? Est-ce qu'on met cette richesse au service du citoyen? Est-ce que au niveau des États, est-ce qu'on se rassure que pendant qu'on avance, pendant qu'on pousse vers l'avant le grand train, n'est-ce pas, est-ce qu'on se rassure qu'il y a des gens qui ne restent pas par terre? Est-ce que tout le monde avance au même rythme? C'est un peu de ça dont il est question. Donc, forcément, Covid-18, vous avez vu que... Covid-19. Covid-19.
c'est vrai qu'il y a eu un premier Covid. Il y a 18 pays qui sont différents. Il y a un Covid. Ça, à l'époque, c'était SARS-CoV-1. C'était en 2003. Ça, c'est la pandémie, l'épidémie qui a menacé les Chinois. C'est resté en Asie. C'était en 2003, 2002, 2003. Ils appelaient SARS-CoV-1 parce que malheureusement, c'était un virus à double souche. Donc, c'était SARS-CoV-1. Aujourd'hui, nous sommes à SARS-CoV-2. Donc, c'est ça qu'on appelait COVID-18, Coronavirus Disease for 2019. Je crois que c'est ça, COVID-19. Absolument, oui, COVID-19. c'est ça. Et donc, COVID-19 est venu, ça vient nous rappeler un peu la faiblesse même de notre système. C'est-à-dire que, c'est comme tu disais, ça va déstructurer un peu la géopolitique mondiale, ça va nous amener à reconfigurer les cartes. Et comme disait Franck ici, vous allez voir qu'il y a un sentiment de nationalisme qui va se renforcer, parce qu'au sortir de là, on va questionner un certain nombre de grands blocs comme l'Union européenne. Les gens vont dire, mais les Italiens vont dire, mais nous quoi dans l'Union européenne, nous on est morts ici là. Les Français vont dire, mais nous on est morts ici là, et puis à quoi nous a servi l'Union européenne et tout ça. Donc il va y avoir un questionnement d'un ensemble de grands blocs. Les gens vont se poser des questions et ça va raviver le sentiment nationaliste. Les gens vont vouloir se renfermer sur eux-mêmes, d'autant que les gens vont dire, ah, le problème s'il est né en Chine, et puis nous on avait quoi, y voilà là-dedans, c'est venu nous décimer ici, et donc les gens vont avoir le sentiment que pour mieux se protéger, il faut se fermer sur soi-même. C'est Jean-Jacques Elbé risque d'une montée exponentielle importante de l'extrême droite? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Déjà, je ne partage pas trop l'avis d'Edmond. Je pense que face à une pandémie comme celle-là, personne ne peut résoudre ce problème tout seul. C'est qui est évident. Au contraire, la science devrait fédérer les connaissances et les énergies. Supposons que la Chine, qui est aujourd'hui l'usine du monde, se referme sur elle-même. Vous avez des entreprises aux États-Unis qui vont fermer. Vous avez des entreprises en Europe qui vont fermer. Même là, sur la rue à Kuala, on ne va plus vendre. Donc, pour ma part, tel que j'observe, n'est-ce pas, l'évolution de la riposte contre le Covid-19, il y a déjà des Chinois en Italie, et je pense que dès demain ou après-demain, il y aura des Chinois en Espagne. Des médecins. Des médecins. Oui, des médecins chinois en Espagne et en Italie. Donc, l'OMS, consciente du fait que cette pandémie ne pourra être que vaincue par un mouvement politique mondial. Déjà, les présidents du G7, les chefs d'État du G7, ont eu une vidéoconférence, ont fait une conférence sous forme de vidéo, ils ne se sont pas rencontrés dans un pays, mais ils ont évoqué ensemble politiquement la riposte face à cette pandémie. Donc pour ma part, moi j'estime que l'aspect financier qui va jaillir, ressurgir, n'est-ce pas, à la suite de cette pandémie, va demander ou va amener aux pays occidentaux à se mettre ensemble pour réfléchir. Parce que toutes les bourses à l'heure actuelle sont rouges. Le CAC 40 a perdu 13 points. Le Nasdaq en Allemagne, je crois, 9 ou 11. Le FTSE, toutes les bourses sont au rouge. Et aucun pays ne peut se désolidariser économiquement d'un autre. Donc il y a une crise financière qui arrive à l'horizon. Une grande crise financière, plus importante que celle de 2008, Edmond. Pourquoi? Parce que quand les bourses baissent, les chefs d'entreprise perdent de l'argent. Ils ne peuvent pas réinjecter de l'argent. Ils ne peuvent pas réemployer. Ils ne peuvent pas faire la recherche ou le développement. Conséquence, nous, les pays comme le Cameroun, qui sont des sous-traitants de ces grands pays, allons vivre plutôt la partie économique, c'est-à-dire nous allons vivre une crise économique. C'est vrai qu'au sorti de cela, il y aura une forte demande pour relancer la croissance. Mais la croissance européenne, le président Macron l'a dit là, est en baisse. La France elle-même prédit un taux de croissance déjà de moins de 1%. Donc, pour surmonter cette crise financière,
les pays industrialisés, tels que, n'est-ce pas, les États-Unis, la France, les pays du G20, certainement, y compris la Chine, devront se mettre ensemble pour redéfinir un peu, n'est-ce pas, la forme du jeu politique et économique au monde. Donc, pour ma part, je suis persuadé que la Chine sortira grande, et peut-être même, s'il faut dire que c'était un jeu, une guerre économique, elle sortira grandie, n'est-ce pas, mais ça n'explique pas que les frontières vont se déplacer. La Russie a envahi la Crimée, elle a pris la Crimée, c'est une nouvelle puissance géopolitique, mais au sortir du coronavirus, les États resteront tels qu'ils sont, mais vont plutôt essayer de s'embriguer pour essayer de construire une digue face à ce genre de pandémie mondiale qui ne choisit pas l'Amérique, l'Afrique ou l'Asie. Alors, j'aime bien le développement de Serge-Henri parce qu'au début, j'ai eu l'impression que c'était l'apocalypse qu'il développait. Mais par la suite, j'ai bien remarqué, parce qu'il décrit la crise telle qu'elle va se profiler, telle qu'elle va se manifester sur la planète, mais il chute quand même avec une note d'espoir. Une note d'espoir. Et évidemment, ça rappelle la crise des années 30. Avec les mesures qui ont été prises par le président américain. Ouais. Oui, la crise de Wall Street en 1927. Fondée sur une doctrine qu'on appelle le keynésianisme. C'est ça. Donc, même après la crise, il y a toujours une vie. Sauf que face à cette crise, nous allons perdre des humains, nous allons perdre des vies. Nous pourrons atteindre le cap de 15 000 personnes mortes. Or, la crise de 1929 aux États-Unis était une crise financière où, c'est vrai, il y a des gens qui ont perdu de l'argent, qui se sont suicidés, qui n'avaient plus d'espoir. Peut-être 500... Mais ce n'est pas les mêmes effets. Ce n'est pas les mêmes effets. Je vous dis que le Covid-19, c'est un cataclysme. Et il faut prendre conscience de cela. Franck, ici, est-ce que ce nationalisme qui se développe, cette montée de nationalisme-là, est-ce que cela peut avoir un effet sur les grands blocs qui existent aujourd'hui et sur les institutions internationales? Il y a par exemple l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, il y a d'autres structures, l'Union européenne. Est-ce que ce nationalisme ne va pas impacter le fonctionnement de ces structures-là de manière à remettre en question peut-être... Moi, je ne pense pas que leur existence, parce que ce type de pandémie, justement, justifie et renforce la pertinence de ce type de structure. Parce que, je ne sais pas comment on appelle ça, des menaces globales. Face à une menace globale, il faut une réponse globale. Face à... Il y a ce qu'on appelle des biens publics internationaux. L'eau, par exemple, c'est un bien public international. L'environnement, c'est un bien public international. C'est-à-dire que vous aurez beau être les plus vertueux chez vous dans le cadre de vos frontières, de votre territoire. Si les autres ne le sont pas, vous serez affectés. Donc, vous avez besoin d'influencer les autres. Vous avez besoin de vous concerter avec les autres. Donc, moi, j'insiste pour dire, il y a un processus qu'on a connu qui date maintenant peut-être de bientôt 70 ans, un siècle de mondialisation. Donc, ça dit que effondrement des barrières, interconnexion entre les économies, explosion du flux de la mobilité, des capitaux, des personnes, des biens et services, sur lesquels pratiquement on ne peut plus revenir. Internet, par exemple, c'est le dernier stade de cette économie-là, en ce sens que nous vivons en temps réel ce qui se passe ailleurs. Et à travers même aussi la crise du Covid-19, il y a même ce qu'on appelle la pandémie de la peur. Parce que je dis encore factuellement, il y a des crises qui ont fait plus de morts. La grippe espagnole qu'il rappelait a fait, je crois, c'est 50 millions de morts en un an. Donc, si on est encore à 5 000 morts à l'échelle mondiale, c'est simplement, je veux dire, ce n'est rien rapporté à ça. C'est pas pour dire qu'il faut se minimiser, mais c'est parce que c'est aussi les nouvelles types de menaces. C'est-à-dire, c'est un virus. C'est quelque chose qui se transmet de l'homme à l'homme par ce qui fait même la nature des sociétés humaines, c'est-à-dire le commerce, la relation. Voilà, c'est-à-dire que ça brise même le fondement même d'une société humaine. C'est en ce sens que ça a une telle ampleur. Et c'est aussi parce qu'on est dans une nouvelle ère où on ne peut plus, même dans les régimes un peu autoritaires comme le régime chinois, on ne peut plus faire fi de l'opinion, de l'inquiétude de l'opinion. Parce qu'il faut dire que la Chine, que beaucoup disent qu'elle va sortir gagnante ici, il faut encore voir parce que je crois qu'ils ont d'abord cherché à minimiser le mal. Ils ont cherché à faire taire certains rapports. Une sorte de déni au départ. Voilà. Ils ont même enfermé le médecin qui avait donné l'alerte. Voilà. Ling Wang Yung. Il a fini par mourir, malheureusement. Voilà, c'est lanceur d'alerte. Et
Plus tard, aujourd'hui, parce que la population avait véritablement peur, le régime a dit non, il faut jouer carte sur table. Il était un peu tard. Voilà, donc c'est simplement pour dire que la force de l'opinion aussi, la force, même si à l'intérieur, vous cachez la vérité, à l'extérieur de vos frontières, le monde vous regarde et cette pression-là vous pousse à agir. Donc c'est pour dire que je reste vraiment sur cette hypothèse de... Autrement dit, cette sorte de nationalisme qu'on observe, la va prendre un coup. Ouais. Parce qu'il y a ce besoin de sécurité. Il y a ce besoin parce que se protéger. Je vous disais par les peuples occidentaux, ceux qui sont dans les deux catégories là, les peuples de somewhere, people of somewhere and people of nowhere. Les nowhere, c'est les gagnants de la mondialisation. Donc ils pensent que la mondialisation c'est une opportunité et ils peuvent travailler partout dans la planète. Nowhere, c'est ceux qui ne peuvent pas, donc ils sont déclassés. Ils sont travaillés par deux peurs fondamentales. La peur du remplacement, le grand remplacement par les Arabes, les Africains, c'est par exemple ce qu'on voit en France, et la peur du déclassement. C'est-à-dire que pour la première fois, vous faites des sondages, on vous dit, la plupart des vieux sont convaincus que les jeunes vivront moins bien qu'eux. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est pourquoi les discours nationalistes ont un peu eu de l'écho. Mais avec des menaces comme celle-ci, où peu importe ce que le gouvernement français va faire, si ce n'est pas en concertation avec les autres États du monde, y compris des États lointains comme la Chine, parce qu'il faut savoir pourquoi la France et l'Italie sont les premiers pays les plus affectés. Parce que par exemple, Peugeot Citroën, qui est une entreprise française, fierté française, installée depuis 40 ans à Wuhan, la ville d'où c'est parti. Et voilà, et une des plus grandes universités qui fait des études françaises de Chine, c'est justement dans cette ville-là. Donc il y a plein d'enseignants français qui sont là-bas, il y a plein de Chinois qui parlent français, qui sont dans cette ville-là. Donc vous comprenez pourquoi ça s'explique comme ça. Donc ça va corriger, si vous voulez, ça va affecter les nationalistes bruts qui nient la réalité de la mondialisation et de l'interdépendance des États. Mais maintenant, pour ceux qui font la mondialisation béate, qui vantent l'ordre libéral actuel, ça va aussi les corriger parce que, effectivement, quand j'ai suivi le communiqué ce matin de Mme van der Leyen, la présidente de la Commission, qui se plaint que tous les États sont dans le désordre de l'Union européenne. Chacun ferme ses frontières, prend ses mesures. Donc, il n'y a pas de coordination. Donc, ça montre aussi les fragilités de cette institution. Donc, ils vont ressortir avec de nouveaux mécanismes de régulation des crises comme celle-là. Autrement dit... Donc, on aura un multilatéralisme plus, si vous voulez, soucieux des réalités spécifiques des États et plus soucieux de l'équité et de l'efficacité. Ça c'est mon espoir. Maintenant, on va voir ce que ça va nous donner. Edmond, sur cette question de la mondialisation, la montée de ce nationalisme-là et puis l'impact que cela pourra avoir sur la constitution des blocs, vous partagez l'optimisme de Franck ici? Je veux que la raison triomphe, pas la peur. En réalité, tout dépendra de la manière dont cette histoire va se gérer in fine. C'est-à-dire que, est-ce que, par exemple, jusqu'à présent, les mesures qui ont été prises jusqu'à présent, ce sont des mesures souveraines. C'est-à-dire que la France, par exemple, a dit, c'est vrai qu'ils se sont concertés et ils ont dit, bon, on va fermer les frontières au niveau de l'Union européenne et on ne va plus admettre que des vols partent hors Union européenne pour venir chez nous. Mais vous voyez par exemple entre eux, mais du point de vue symbolique, est-ce que ça pose pas le problème que Franck est en train de souligner? On a écouté très souvent les gens disent non, je suis un Européen. Alors maintenant on a le sentiment qu'aujourd'hui avec le Covid, je suis pas italien, je suis français. Voilà, et c'est de ça que je parlais parce que il y a par exemple le Covid-19. Il va fragiliser les grands blocs et il va permettre aux États de s'exprimer de manière souveraine. Vous voyez un peu. C'est-à-dire que le français va avoir le sentiment que... Il y a un exemple que vous avez pris tout à l'heure sur l'annonce faite par le président Macron sur le déblocage des fonds. C'est au mépris d'un certain nombre de la réglementation européenne. Exactement. En matière de... Exactement, parce que s'il devait s'en tenir à la norme européenne en matière, par exemple, d'un certain nombre d'outils financiers, des critères de convergence. Les critères de convergence. Le déficit n'a pas dépassé 3%. Oui, par exemple, vous savez que la France est à 120% de taux d'endettement par rapport à son PIB. Et donc, en temps normal, il y a sa marge de manœuvre en termes de critères de convergence est très réduite. Il y a des choses que la France ne peut plus faire. Vous voyez, par exemple, lorsque la France décide de mettre 300 milliards d'euros, si vous voyez ça par rapport à son PIB, c'est peut-être
c'est peut-être, mais c'est énorme. Ça veut dire qu'il faudra travailler beaucoup. Il faudra qu'il gagne, par exemple, un taux de croissance de peut-être de 2 points pour pouvoir combler le déficit. Mais ils se le permettent maintenant parce que c'est un cas exceptionnel. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. D'ailleurs, il a dit, le président français, au moins 6 fois dans son discours, nous sommes en guerre, et l'ennemi avance de manière visible. Va attendre un peu. L'Europe attend. Pour l'instant. Pour l'instant. Il n'y a pas d'Europe s'il n'y a pas de France. Il n'y a pas d'Europe s'il n'y a pas de France. Et puis, l'Italie a fait pareil. Vous voyez, l'Allemagne va faire pareil, et puis l'Espagne va faire pareil. Donc, tout le monde est menacé. Chacun va essayer d'actionner. Non, sauf que l'Italie a besoin des autres pays européens pour surmonter, n'est-ce pas, la gestion de la crise. L'Italie a demandé des fonds, a demandé de l'aide. Non, au départ, c'est que l'Italie a fait. La Chine a reçu 50. Oui, bien, c'est compréhensible. L'Italie est en difficulté. Effectivement, de l'aide à l'Union européenne. L'Italie est à 3 ou 4 cas aujourd'hui. Ça veut dire que même si c'était Matteo Salvini, le plus dur des durs du mouvement 5 étoiles, qui était Premier ministre de l'Italie, la Ligue, n'est-ce pas, il ne pouvait pas gérer cette crise toute seule. Au début. Donc, pour ma part, je suis convaincu que l'Europe aura intérêt à se ressouder, à être encore beaucoup plus forte. Surtout que la Grande-Bretagne vient de sortir. Donc, ça ne serait pas une occasion de plus pour qu'un pays se replie sur lui-même ou dise que, bon, pendant la gestion du Covid-19, nous n'avons pas trop senti la présence de l'Union européenne et que, bon, là, maintenant, nous allons devenir de plus en plus autonomes. C'est pour ça que Serge-Henri, je dis, tout va dépendre de la finalité de cette histoire. Tout va dépendre de la manière dont ça va se terminer et de la gestion qui va en être faite in fine. Lorsque vous parlez par exemple de l'Italie, il faut souligner que l'Italie, c'est la 3e économie de la zone de l'euro. De la zone de l'euro. Oui, tout à fait. Mais au départ, c'est vrai, ils ont sollicité et obtenu d'ailleurs, je crois, 33 milliards d'euros pour pouvoir gérer la crise. Mais ça n'a pas été suffisant, ça s'est révélé très peu. Et puis, ils ont dû actionner d'autres mécanismes en interne. Ce qu'ils ont fait, par exemple, toutes les mesures d'accompagnement qu'ils ont fait, vous savez que l'Italie, c'est toute l'Italie qui est en quarantaine. Et donc, ils ont dû actionner sur un certain nombre, n'est-ce pas, de mécanismes de levier internes pour pouvoir accompagner les entreprises, ce qui va être fait. Ils sont en train d'accompagner les entreprises au mépris des directives et des normes de l'Union européenne. Ils sont obligés de le faire. Ce qui va se passer, c'est qu'in fine, quand la crise va passer, je souhaite que ça passe très vite, au moins au 3e trimestre, je souhaite que ça n'atteigne pas le 3e trimestre, c'est-à-dire que si on reste au 2e trimestre, c'est tant mieux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va faire quand même un bilan, on va voir tout ce que les gens ont engagé et ça va les obliger à revoir un certain nombre de normes, de critères et de tout cela. Ça va les obliger dans tous les cas, parce que chacun aura quand même fait quelque chose qui va l'écarter un peu des exigences, n'est-ce pas, en matière de normes et de normes du groupe. Donc, si à la fin, tout le monde s'en sort, surtout qu'il ne faut pas oublier, à la fin, il faudra penser à restructurer l'économie de chaque pays, parce que toutes les économies vont se trouver très déstructurées. Maintenant, quels sont les moyens qu'il va falloir mettre? Est-ce que ce sera des moyens au niveau interne? Est-ce que ce sera des moyens au niveau du groupe? Toujours est-il que ce sera au niveau du groupe parce que c'est la BCE qui, à la fin, devra gérer tout ce qui a été fait là. C'est la BCE qui devra gérer tout ça. Et donc, je suis d'accord avec vous pour dire que ça va renforcer un peu les blocs. Parce qu'in fine, aucune banque en interne ne pourra tenir. C'est-à-dire que personne ne pourra de lui-même tenir. Il faudrait peut-être que ce soit des efforts concertés et impliqués. Et donc, on va certainement faire appel à la BCE pour pouvoir gérer un certain nombre de choses. Ça va renforcer le bloc de l'Union européenne, c'est vrai. Ça va renforcer un certain nombre... Pour autant, donc, le multilatéralisme n'est pas complètement menacé. Franck, ici, et l'Afrique alors? Oui. Avant d'arriver rapidement en Afrique, je voulais justement dire que le réflexe nationaliste de repli est un premier réflexe qui va laisser suite parce que face à la menace et l'urgence de mesures concertées à plus de multilatéralisme. Et la preuve, moi j'ai lu ce matin le briefing qui a été fait hier par le ministre des Affaires étrangères chinois au comité central du parti communiste au pouvoir là-bas, où il félicitait et reconnaissait l'aide de 50 pays au moins pour aider la Chine à faire face
Donc la grande Chine, deuxième puissance économique mondiale, a été aidée par 50 pays, dont des petites îles. Des îles, ouais. Et il est cité nommément dans ce rapport. Ça date, je crois, de ce matin. Donc c'est juste pour dire que là, tout le monde va aller sur cette... Maintenant, l'Afrique, on a beaucoup parlé de l'Union européenne, mais moi, je suis choqué. Je n'ai pas entendu grand-chose de l'Union africaine. Je n'ai pas vu de... Je crois qu'ils ne touchent même pas encore. De sommet extraordinaire pour faire face à ça. J'ai surtout, avec cette affaire de Chan, observé quelque chose d'irresponsable, aussi bien de notre ministre des Sports que de la CAF. Qu'il fallait à tout prix... Qui est incapable de voir que, évidemment, ce n'était pas possible. On se demande, il n'y a même pas de médecins, même les médecins de la CAF n'étaient pas capables de les briefer. Et plus grave, on se rend compte que l'Afrique est encore passive dans le sens où elle compte sur l'Occident pour trouver les solutions. Ouais. Et c'est ça qui est grave. Au point où le directeur de l'OMS, aujourd'hui, c'est un Africain, je crois que c'est un Éthiopien, a dit il faut que mon continent se réveille. C'est grave. Je vois tout le monde se battre là, mais nous on s'amuse. Et nous sommes les moins dotés du plan sanitaire et budgétaire pour faire face. Donc, et c'est pour dire que vraiment, nous les leaders d'opinion, nous les citoyens un peu éveillés, on doit mettre la pression sur nos frères qui ont des responsabilités. Ils doivent se bouger parce que on compte encore des morts à l'étranger, mais si ça arrive chez nous, dans les proportions qu'on voit là-bas... Non, mais ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe, ça d'autant plus que sur le plan économique, je dois vous dire que des pays, vous savez que si vous prenez seulement la zone CEMAC, vous avez en dehors du Cameroun qui est dans une dynamique, n'est-ce pas, d'économie d'envergure, tous les autres pays sont dans des dynamiques d'économie d'échelle. Et donc, ils ont des budgets qui sont indexés à près de 80% sur le pétrole. Vous allez voir, ces pays vont très vite entrer en récession et en cessation de paiement. Oui, mais tout à fait, plus que le prix du Brent, le a baissé d'environ 9%. Non, nous sommes à $29 le cours du Brent. Ça, c'est le prix du baril qui a baissé et qui ira certainement à moins de $20 d'ici décembre. Mais le prix du Brent, qui est la matière première même pour faire le carburant, a baissé de 9-12%. Donc, ceux qui n'ont pas des économies variées comme le Cameroun dans la sous-région, Duval, nous acheminons vers une grosse crise financière et économique. Une grosse catastrophe. Il est impératif, impérieux même qu'à l'heure où nous parlons, que nos États africains prennent déjà un certain nombre de mesures. C'est-à-dire que les stratèges de nos différents pays, les économistes, fassent déjà des papiers qu'ils vont envoyer au chef de l'État pour lui dire voilà comment la situation va se présenter. En France, tous les grands économistes sont déjà en train de prévoir comment est-ce qu'il faudra faire un plan, comme une espèce de plan Marshall, pour reconstruire, pour relancer l'économie. Mais au Cameroun, moi j'ai l'impression que on est encore au niveau de dire aux gens ne soyez pas 4 derrière une voiture ou 2. Sortons de ce niveau. Laissons la police, laissons l'administration territoriale imposer l'application des mesures prises par le Premier ministre sous la demande du chef de l'État. Mais on répondra que sur le continent, il y a des difficultés des difficultés financières. Tout le monde sait que l'essentiel des fonds qui permettent à l'Union africaine de fonctionner justement sont issus de l'Union européenne. 75%. C'est vrai qu'il y a 2 ans, je crois 2 ans ou 3 ans, on avait décidé de la mise en place d'un fonds qui devait être constitué pour faire face à un certain nombre de difficultés, avec des prélèvements. Nous venons de sortir 2000 milliards pour vouloir organiser une canne. Si on peut sortir 500 milliards pour prévoir la relance de l'économie et amortir, n'est-ce pas, l'impact sur certaines entreprises qui vont... Moi, je vous parle en tant qu'opérateur économique. Je sais ce que c'est. Mon secteur n'est peut-être pas 500 encore... milliards, c'est peut-être rien, c'est ridicule. Mon secteur d'activité peut-être n'est pas encore touché, mais ça viendra. L'énergie va en pâtir. L'eau même, on vous demande d'avoir de l'eau pour laver les mains. On n'a pas d'eau. Donc, il faudra mettre en place un nombre d'infrastructures. Où est-ce qu'on va aller chercher l'argent? Il faudra créer cet argent. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut aller d'abord sur le réel. Le réel de notre économie, c'est quoi? Il faut savoir que nous avons d'abord une économie qui est très extravertie. Parce qu'aujourd'hui, si vous parlez de notre tissu industriel, ça dit que si vous vous appuyez sur les 2 agrégats, les 2 piliers fondamentaux de l'économie, à savoir la production et la consommation, nous produisons quoi? Il faudrait se poser la question. Nous consommons quoi?
à 80%, nous dépendons de l'extérieur. De l'extérieur. Tout à fait. Ça veut dire que même le petit outil de production que nous avons au Cameroun dépend de l'extérieur en termes d'intrants de production. Ce qui n'arrive plus aujourd'hui au Cameroun, parce que ça fait quoi, presque 3 mois qu'aucun bateau n'est parti de la Chine. Aucun bateau. Et donc, ça va créer une certaine pénurie. Je suis d'accord donc avec Franck pour dire, je le dis autrement, toujours en économie, nous disons que la rareté crée l'opportunité. C'est le moment pour nous de réfléchir véritablement sur ce que nous voulons faire de notre économie. Qu'on arrête de faire, n'est-ce pas, le charlatanisme et le vaudou que nous faisons tout le temps et que nous appelons économie. Nous ne faisons pas de l'économie chez nous. Il faut qu'on se définisse à nous un modèle économique et qu'on en définisse les paramètres, les paradigmes de notre économie. Ça, c'est ce que nous n'avons pas encore fait. Parce que si aujourd'hui, vous demandiez par exemple, si vous me demandez par exemple, de faire un plan de relance à partir du modèle économique que nous avons aujourd'hui, je vous assure que vous me trouverez très médiocre. Est-ce qu'on a un modèle économique? Parce qu'on n'a pas. Je vous dis, à la fin, si vous me demandez, Edmond, bon écoutez, fais-nous un plan de relance, c'est-à-dire que de manière prévisionnelle, fais-nous un plan de relance au sortir de cette crise. Vous allez me trouver très médiocre. Parce que, primo, vous me demandez en fait de travailler sur ce qui n'existe pas. Oui, ex nihilo, sur ce qui n'existe pas. Parce que tout ce que nous faisons là et que nous appelons économie, moi, ça me fait tout le temps sourire. Ça me fait tout le temps rire. Parce que c'est du vaudou. Nous faisons tout sauf de l'économie. Et donc, aujourd'hui, il est temps qu'on se pose la question, qu'est-ce que nous avons fait de notre secteur secondaire? Nous avons fait un leapfrog entre le primaire et le tertiaire. Et personne n'a pensé véritablement à structurer l'économie qui se trouve au niveau du secondaire. Parce que c'est là, et nous sommes nuls. Au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on accepte que nous sommes un réservoir de matières premières pour faire tourner les industries des autres et que nous sommes une masse de consommation pour consommer le superflu des industries des autres. C'est-à-dire qu'ils sont venus chez nous prendre les matières premières, quand ils ont produit chez eux, la valeur travail va chez eux et tout. Quand il y a le superflu de leurs industries, ils déversent ça chez nous pour la consommation. C'est pour ça que nous avons un PIB à parité nominale qui est fait à 47% du secteur tertiaire et qui ne dépend pas de nous parce que les services, le secteur tertiaire, c'est les services banque, commerce et tout ça là. Banque, commerce, assurance. Quelle est l'assurance qu'on fait chez nous? Ce n'est pas nous. Les banques, ce n'est pas nous. Le commerce en général, les grands supermarchés, ce n'est pas nous. Et donc, même que lorsque nous bombons le torse en disant oh, notre PIB à parité nominale est de 35 000 milliards de dollars, c'est faux. Ce n'est pas nous. C'est pour ça que nous disons que nous n'avons pas d'économie. Parce que quand vous déstructurez, quand vous décomposez notre PIB, n'est-ce pas, en produits de facteurs premiers, vous voyez que ça repose sur 3 piliers, l'agriculture, l'industrie et le commerce. Et, n'est-ce pas, oui, le commerce, les services en général. Les services, c'est 43%. Ce n'est pas nous. Dans ces services, nous pesons moins de 10%. L'agriculture, c'est 23%. Nous pesons moins de 11% là-dedans. L'industrie, c'est 22%. Nous pesons moins de 10% là-dedans. Donc, et in fine, s'il faut recomposer notre PIB à parité nominale, nous ne valons pas 35% là-dedans. Et donc, nous n'avons pas d'économie. Donc, il est temps aujourd'hui qu'on repense véritablement, qu'on se dote d'un modèle économique que nous allons structurer suivant notre potentiel, suivant notre réalité à nous, suivant nos propres atouts à nous. Là, vous parlez du Cameroun. Je parle du Cameroun, par exemple. Tout autour, il y a d'autres pays avec des économies complètement vulnérables. Comme le Tchad, la RCA, surtout la Guinée. Franck, ici, on va sortir de l'émission. Oui, j'invite simplement ceux qui nous regardent à aller approfondir sur les impacts économiques de ce Covid-19 sur l'Afrique. Il y a un rapport qui est sorti récemment de la Commission économique pour l'Afrique, dirigée même par une économiste camerounaise, Vera Songwe, qui dit par exemple que le taux de croissance de l'Afrique, qui était escompté à 3,2%, va passer à 1,8% du fait de ce qui est connu aujourd'hui de la crise. Et de façon spécifique, il peut manquer à manger. Il peut manquer les habits parce qu'avec la Chine, comme il disait, il n'y aura pas de ressources. Il dit par exemple, ce rapport dit pour tous les pays qui sont exportateurs de pétrole, le manque à gagner sera de 65 milliards de dollars. Ça va aussi augmenter de 10,6 milliards de dollars les dépenses pharmaceutiques et il y aura nécessairement
une augmentation des prix de la nourriture et des médicaments. Donc, et ça, ils invitent les États à faire justement des assises d'urgence parce que l'Afrique doit avoir une réponse forte. Pourtant, on a des atouts. Vous parlez par exemple du secteur pharmaceutique, c'est un secteur que nous pouvons développer chez nous. On parlait tout à l'heure de ce désinfectant-là, ce sont des choses qui sont faites chez nous, qui peuvent être développées, qui peuvent nous donner la possibilité. Sauf que si vous prenez par exemple ce désinfectant qui est fait par une société de la place, je crois, Biopharma, sans publicité, ne m'en donnez pas une facture, vous verrez que à 30-60% les intrants viennent de l'extérieur. C'est ça. Et donc, et c'est pour ça que vous avez une forte pénurie, que ce soit des hydroalcooliques sur le marché, que ce soit des gants, ça venait encore de la Chine, tout ça venait de la Chine, ça venait de l'Europe. Et la chaîne des valeurs. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'au jour d'aujourd'hui, on doit se poser des réelles questions sur nous-mêmes, parce que même ces intrants de production que nous faisons venir de l'extérieur, ce sont des produits semi-finis dont on a pris la matière de base chez nous, on a transformé et on nous a envoyé ça sous forme de produits semi-finis. Cela veut dire qu'on a la possibilité de le faire sur place. On a la possibilité de le faire sur place parce que les infrastructures. Mais il faut changer tout, il faut refonder les États. Parce que ne croyez pas avec un modèle politique constant que vous aurez une économie différente. Non, c'est ça le problème, parce que si vous voulez, l'essentiel en substance de tous nos produits du secteur primaire sont envoyés à l'extérieur. Et c'est ça que les gens prennent, ils transforment et ils nous renvoient ici. C'est pour ça que nous disons la valeur ajoutée, la valeur ajoutée réelle, ça va à l'extérieur. Autrement dit, le Covid-19, au-delà des effets néfastes, peut être une opportunité pour les pays africains. Si on est sérieux. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, Serge-Henri Kelbé, d'être venu. Merci, ça a été un plaisir, n'est-ce pas, d'informer vos téléspectateurs sur tout ce que nous attendons voir venir du Covid-19. Vous êtes ingénieur polytechnicien, vous êtes spécialisé des énergies renouvelables. Exact. Et voilà, vous êtes également dans le business, d'ailleurs homme d'affaires, c'est la raison pour laquelle vous êtes au premier chef concerné par les effets dévastateurs de ce Covid-19. Tout à fait. J'espère qu'on va survivre, n'est-ce pas, à ce Toumani. On s'y arrivera. Merci également à vous d'être venu, Edmond Keté. Merci pour l'éclairage que vous apportez et surtout les suggestions que vous apportez à nos décideurs pour que demain soit meilleur. Merci également à vous, Franck Essi. Merci. On ne dira plus que nous sommes des antipatriotes. On voit bien qu'au-delà de la critique, on a des suggestions constructives. On voit bien qu'au-delà de nos chapelles politiques différentes, quand je dis non, c'est pas forcément vous et moi. Non, mais j'ai un message quand même, c'est faisons le maximum avec les ressources dont nous disposons. Ne jouons pas, exécutons toutes les mesures barrières de précaution et peut-être on va s'en sortir. Voilà. On a déjà au moins développé le réflexe des désinfectants. On va y arriver dans tous les cas. Oui, qu'on change aussi nos habitudes, qu'on ne salue plus, qu'on n'embrasse plus, tout ça. Il faut qu'on se passe de ces choses-là. On a l'obligation de le faire parce que le Covid-19 nous l'impose. Peut-être que ça va passer, on va retrouver nos habitudes, mais en attendant, appliquons strictement et scrupuleusement les mesures édictées par l'Organisation mondiale de la santé qui sont reprises par les pouvoirs publics à Yaoundé. Merci à vous, madame et monsieur, d'avoir suivi cette autre édition de 237 débats. Merci à Eric Ouattat, Dallas Chana, Carlos Minoué, Georges Mitterrand qui ont assuré la production de cette émission de 237 débats. Excellente soirée à tous et à très bientôt. Au revoir.